Hello, c'est Ange, j'écris sur la Creator Economy et vous êtes sur le podcast Planet Creators. Planet Creators, c'est l'émission qui va à la rencontre des entrepreneurs, investisseurs et professionnels de l'industrie de la création de contenu. Je co-anime souvent l'émission avec 1, 2 ou 3 autres buddies pour te donner les clés de l'industrie des creators et découvrir les champions d'un marché à plus de 100 milliards de dollars. Cette émission est produite par le réseau de podcasts Airparty. Airparty, c'est aussi TechSource, le podcast pour découvrir les sources de veille des acteurs de la tech, mais également Tech Party, l'émission des communautés tech. Pour retrouver toutes les émissions du réseau, direction airparty.network. Bonne écoute. Bonjour à tous, donc bonjour Ariel. Salut les amis. Ariel, merci d'être présent donc, pour ce nouvel épisode du podcast. Bonjour à toi, Alex. Salut. Et ravi de t'avoir avec nous, Ariel. C'est un plaisir, c'est Alex la première fois qu'on se voit en vrai. C'est clair. Nous on s'était déjà vu. Ouais, exact, ouais. On s'est déjà croisés, mais c'est cool, on s'est déjà parlé plein de fois et Ouais. c'est la beauté du digital. C'est la magie d'Internet. Ouais. Bah écoute, excellent. Ce que je te propose, Ariel, qu'on se directement. Écoute, est-ce que tu peux te présenter et qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Je me présente directement. Je m'appelle Ariel Renaud, j'ai 27 ans, originaire de Belgique, ça fait 5 ans que je suis en France. Après mes études ici, j'ai rejoint une start-up dans la Creator Economy qui s'appelle JellySmack, où j'ai travaillé un peu plus d'1 an avant de monter Augment, augment.org. C'est la start-up sur laquelle je travaille depuis 18 mois et on crée des cours de business ultra premium avec les plus grands entrepreneurs, fondateurs, exécutifs de la planète. Et donc, on a créé des cours avec les fondateurs de Shazam, de Wikipédia, de YouTube, de Waze, de Lime, d'Eventbrite et des top exécutifs de Meta, d'Amazon, de Google, du BCG. Longue liste. Longue liste. Wow, excellent. Est-ce que peut-être tu peux nous dire, tu as un parcours quand même assez divers, donc ce que j'ai compris, de ce que je connais aussi un peu, tu as été donc, un peu en invest, après tu as travaillé chez JellySmack, et du coup tu faisais quoi chez JellySmack avant de commencer Augment? Alors JellySmack, Ouais. que vous connaissez, c'est une technologie qui permet à des YouTubers, principalement, de s'étendre sur les autres plateformes, Facebook, Snap, Insta, TikTok. Et en gros, moi j'avais été recruté par les fondateurs pour monter un truc qui est un peu différent, c'est le business célébrité. C'est explorer qu'est-ce qui se passe si, au lieu d'utiliser notre technologie pour propulser des YouTubeurs, des créateurs YouTube donc, on va chez des athlètes ou des chefs ou des présentateurs télé ou des humoristes. Et donc, en fait, mon job en sortie d'école était assez marrant. C'est d'aller contacter. En fait, on a signé Francis Ngannou, qui était le champion UFC à l'époque, Okay. Romain Grosjean, beaucoup d'humoristes, Redouane Bougueraba, Mouloud Achour, le présentateur télé, Bounaïmin, etc. Et donc, mon job, c'était de vendre des packages financiers et des visions content à des célébrités pour les faire devenir créateurs de contenu. Ah oui, d'accord. Putain, excellent. Donc, du coup, au début, quand ils arrivaient, en fait, ils n'avaient pas forcément l'idée de devenir. Comment ça se passe? C'est que tu parlais avec l'agent, le manager, ou du coup, comment tu allais les reacher, les atteindre ces gens-là? Alors, JellySmack, c'est une grosse machine, donc ils avaient déjà énormément de contacts. Et en fait, ce qui est très intéressant dans la création de contenu, c'est que de l'humain. Donc, il n'y a vraiment pas de règles. Okay. Par exemple, Romain Grosjean, on l'a identifié parce que vous connaissez tous le champion de F1 qui est parti en IndyCar aux US. Il a commencé à streamer sur sa chaîne YouTube. Et donc, on a vu une impulsion créatrice. On a vu que lui voulait se lancer. Donc, on dit, OK, en fait, mec, c'est ouf ce que tu fais. Viens, on t'aide. D'autres, comme un Redouane Bougueraba, on voyait la quantité de contenu qu'il avait parce qu'il fait énormément d'impro en salle. On dit, mais en fait, on peut reprendre ce contenu et le reformater pour te faire exposer sur plein de plateformes. Un Francis Ngannou, encore une fois, c'était totalement différent. On lui a dit, mais en fait, ton quotidien est hyper intéressant. Viens, on te met un caméraman, il te suit, filme tes entraînements, mets ça sur YouTube. Excellent. Donc, c'était vraiment chaque fois du sur-mesure. Mais c'était vendre ses visions créatrices et voir à quel point, pour ces gens-là, aujourd'hui, se lancer dans la Creator Economy, posséder leur propre channel, principalement sur du long format, du 10 minutes sur YouTube, c'était quelque chose qui était clairement une priorité.
Ok, et du coup, donc c'était vous qui vous occupiez de vraiment tout le process, et eux, c'était vraiment clé en main, quoi. Ils venaient et ils signaient le contrat, c'était parti, quoi. Exactement. Alors ça dépend qui. Il y Ouais. en a qui ils nous donnaient des rushs. Romain, il adorait juste filmer chez lui, dans son studio. Il s'était fait tout un studio à Miami, dans sa nouvelle maison, où il avait un petit peu adapté comme il voulait, et nous, on l'aidait juste. Donc c'était vraiment du cas par cas, et c'est ça qui était vraiment le plus intéressant dans la creator economy, c'est qu'il n'y a pas du tout de format. Chacun faisait vraiment ce qu'il voulait. C'est quoi? C'est 2021, 2020? Ouais, 2021. 21. 2021. Ouais. Moi, j'ai quitté en mai 2022. Donc c'est Ouais, on est genre fin de confinement, fin Covid. Il y a Ouais. encore un temps d'attention. exactement. 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 On va parler de ça, du temps d'attention. Ok, cool. Et du coup, donc, t'as shifté, donc, du coup, t'as décidé de monter ta boîte. Donc, du coup, j'imagine que du coup, il y a une grosse corrélation. Maintenant, je comprends toujours un peu plus. Comment c'est venu un la peu même tout chose. ça, ouais. C'est Vas-y. la même chose. En gros, moi, ce que j'ai appris là, c'est comment contacter n'importe qui, vendre des visions de contenu et des packages financiers. Oui, Ok. ça aide. C'est ce que je sais faire. Ouais. Et donc après, je me suis dit, OK, comment faire pour rencontrer les personnes qui, moi, personnellement, m'inspirent le plus, donc des grands entrepreneurs ou des grands exécutifs. Et c'est de ça qu'est né Augment. Moi, toujours, en fait, j'ai une passion pour les business qui sont content first, donc qui sont basés sur du contenu. Et cette passion, elle date pendant mes études, j'ai fait un stage en investissement, comme tu mentionnais. Toute la journée, tu vois des centaines et des centaines de dossiers. Tu fais le tri parce que tu es le stagiaire. Et la moitié, je comprenais rien. Des trucs en deep tech, en fintech, je comprenais rien. Et ce qui me parlait, c'était vraiment les business content. Et c'était l'époque où Masterclass explosait et où pour la première fois, tu voyais un business qui est content first, qui atteint des tailles de valo de 2, 3, 4 milliards. Tu vois. Ouais. Et pour moi, ça a été une révélation. C'est OK, c'est possible. Ouais. C'est possible de faire une boîte qui est compatible avec le modèle du venture capital, d'atteindre des sommes hyper élevées en un temps assez restreint. Et c'est ça qui m'a donné envie d'explorer plus ce qu'on appelait à l'époque, pour les anciens, la passion economy, ce qui est devenu la creator economy. Ouais. Et c'était entre guillemets le fil conducteur de tout ce que j'ai toujours fait. C'est comment créer des business qui sont content first. Alors, on va en parler. Pour moi, ce que je trouve marrant, c'est moins le côté indie hacker que de créer des business qui sont à taille potentiellement venture, qui sont content first. Mais aujourd'hui, c'est possible. Il y a plein de boîtes qui l'ont fait. Et c'est pour moi un nouvel Eldorado, surtout pour des gens créatifs qui n'ont pas forcément la fibre technique. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer peut-être pour nos auditeurs qu'est-ce que Augmente? Alors, c'est Augmente ou bien c'est Augmente? Alors nous, c'est vrai que c'est on va le dire à l'américaine, c'est quand même Augment. non, c'est Augment, Ok. que vous pouvez retrouver sur augment.org. C'est un projet qui est assez ambitieux, on vise l'international dès le début. Aujourd'hui, tous nos clients sont principalement aux États-Unis et au Royaume-Uni. On a créé le premier alternative MBA, où les professeurs sont les plus grands entrepreneurs, fondateurs et CEO de la planète, pour en fait transformer. L'histoire, elle est hyper simple. Moi et Roy, mon associé, on a tous les deux été en école de commerce, on a tous les deux fait HEC ici à Paris, c'est pour ça qu'on est arrivé en France. Au final, le contenu, il reste très académique. Ça reste du manuel scolaire. Et les professeurs, ça reste des professeurs d'école de commerce. Ce qui a ses avantages et ses inconvénients. Mais il y avait toujours un décalage entre ce qu'on nous enseignait en classe et ce que tu pouvais trouver sur YouTube ou en podcast. Et c'est une réalisation totalement folle. Mais comment ça se fait que ces gens-là, qu'on écoute avec tellement d'attention, qui l'ont vraiment fait, qui ont été dans les tranchées, ne créent pas des cours? Et toute cette réflexion est basée de là pour régler ce qui, je pense, est le plus grand problème aujourd'hui dans la formation en ligne, c'est le problème de la crédibilité. Donc, c'est prendre ces gens-là qui l'ont vraiment fait, qui peuvent donner des conseils qui sont tellement actionnables, où il y a tellement de vécu, basés sur des anecdotes de produits et de services qu'on utilise dans la vie de tous les jours, et donc vis-à-vis desquels on a une sorte d'engagement émotionnel, parce qu'on sait de quoi, on utilise tous YouTube, on utilise tous Waze, on utilise tous Shazam, on utilise tous Wikipédia. Et donc, c'est ramener ce côté-là pour faire une éducation business réelle, moderne et ancrée sur des produits et des services qu'on connaît tous. Sur la partie prof, c'est marrant parce qu'à l'inverse, on se souvient tous d'un prof de génie qui nous a passionnés à l'école, et c'est celui-là dont on se souvient des cours. Exactement. Il y en a peu, mais bon, du coup, c'est finalement ceux-là dont on se souvient le mieux, quoi.
la première chose que j'ai fait quand j'ai eu l'idée d'Augment, c'est que j'ai contacté ce prof de génie que j'avais eu à HEC. Je comprends. C'est Ren Stéphane, et qui est notre premier instructeur chez Augment, qui a accepté de jouer le jeu et qui a été notre Kobe, et qui a par chance écrit un livre à ce moment-là, et donc c'était hyper facile d'adapter son livre en cours. Mais oui. Et en vrai, on devrait tous donner le micro à d'anciens professeurs Ouais. et leur donner une parole. Il y a des génies, il y a des gens. C'est pas des profs, c'est des acteurs sur scène, quoi. Évidemment. Et en fait, quand tu dis, mais en fait, le pouvoir de quelqu'un, le pouvoir transformateur qu'un éducateur peut avoir sur quelqu'un, quand le bon conseil est donné à la bonne personne du bon format, et pouvoir répliquer ça at scale dans le monde entier en prenant vraiment les meilleurs, c'est la mission d'Augment depuis le départ, et c'est pour ça que je trouve ça c'est tellement marrant de monter ce business. Moi, la première fois que j'ai vu Augment, ça m'a beaucoup parlé, parce que tu parlais de Masterclass, qui t'a beaucoup inspiré, j'imagine. Ouais. Alors, Masterclass, on peut rappeler ce que ça a vite fait, c'est une plateforme où t'as Scorsese qui t'enseigne le cinéma, quoi. Exactement. Serena Williams qui t'enseigne le tennis, Garry Kasparov qui t'enseigne les échecs. Et c'est apparu 2021, 2022, en plein fin de période de confinement, tout ça. Finalement, dans une période où il y avait une explosion du temps d'attention conjuguée à une explosion de contenu, et il n'y avait pas une explosion de qualité dans tout ça, tu vois. Et quand tu arrives, moi j'ai vu la bande-annonce d'un cours sur le fumoir, tu vois, pour fumer ta viande, tu vois. Il y avait un super cours BBQ fumoir et tout, par un spécialiste au Texas, tu vois. Mais c'était tellement bien fait. Bien sûr. Tellement bien chiadé, alors que tout le monde en fait était en mode Zoom à l'arrache, replay, Skype, vas-y je te balance ça, je fais une chaîne YouTube. Et là c'était chiadé, et donc du coup, j'ai payé. Et à l'époque, c'était pas le même tarot. Hein. C'était bien 300 balles l'année, je crois. Ils ont vu leur truc à la baisse. Et je trouve que quand j'ai vu ce que tu faisais, toi, je me suis dit, il a tout compris, quoi. C'est en gros, t'arrives, tu marques la... On passe d'un monde où tout le monde pouvait créer à un monde où aujourd'hui le temps d'attention est peut-être un peu moins fort, mais du coup, ceux qui survivent, c'est ceux qui éditent plus, qui sont plus dans la maîtrise de l'édition du contenu. Ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde se bat pour l'attention. Quand tu es un individu, ta meilleure stratégie pour aller gagner de l'attention, c'est d'aller niche. Ouais, super plus niche. tu es précis, plus tu es pertinent pour un certain nombre de personnes, plus tu peux gagner de l'attention. Le problème, c'est que tu vas gagner beaucoup d'attention pour très peu de gens. Ouais. Notre manière de contourner ça, c'est de stand out, d'émerger. Et nous, on stand out avec des éléments qui, pour le coup, coûtent très cher, et c'est pour ça qu'on a levé de l'argent, qui sont des instructeurs ultra crédibles et une qualité de production qui est... Nous, on filme avec 3 caméras, c'est des Alexa Mini, c'est des caméras de cinéma. Si on projette ça sur grand écran, ça passe 100%, il y a 30 personnes sur un tournage. Donc voilà, T'en pourrais combien pour faire un tournage, par exemple ? Alors, c'est des prestataires externes. Ouais. Mais oui, il y a maquilleur, cadreur, 3 caméramans, des électriciens, des chefs-op, un réalisateur, un régisseur. C'est vraiment du cinéma, quoi. C'est du cinéma, mais très honnêtement, il y a des films Netflix qui sont tournés avec les moyens de production qu'on met pour faire nos cours. Mais donner envie d'apprendre, c'est la première étape. C'est ça le plus dur. Une fois que la personne a décidé qu'elle a envie d'apprendre, elle va regarder les cours, elle va acheter. Mais si tu es le produit ou le service qui donne envie d'apprendre, tu as tout gagné. Donc, si je comprends bien, c'est en tant que... Si tu vas voir un user, il faut que tu présentes une excellente vidéo. Enfin, c'est un peu le cas de figure de Alex, en fait. C'est avoir une vidéo qui te donne envie tellement la qualité est dingue. Et du coup, la qualité du contenu aussi est forte pour après te pousser à continuer, ou alors c'est autrement. Le signal que tu envoies quand tu fais quelque chose qui est beau, la personne en face, elle se dit « Waouh, il me respecte. Ils ont mis tellement d'efforts pour faire en sorte que ce soit beau. Ouais. J'ose même pas imaginer ce qu'ils ont fait pour que ce soit intéressant. » Complètement. C'est pour ça qu'il y a peut-être autant de créateurs sur YouTube qui ont bien compris ça et qui soignent vachement la qualité de l'édition du contenu et tout, et qui finalement après entraînent tout le monde, quel que soit le contenu à l'intérieur, j'ai envie de dire. Exactement. Mais je vais donner un conseil contraire, parce que c'est une stratégie qui marche, mais il y a d'autres stratégies qui marchent. Il y a une stratégie qui est la stratégie de niche, donc d'être vraiment ultra précis et se positionner en expert sur un sujet. Une autre stratégie, c'est de prendre le contre-pied total et d'être le plus naturel possible. Sans filtre,
simple, naturel. Et ça va attirer différents types de profils. Ça dépend quel est le but du contenu que vous créez, etc. Mais tout marche, évidemment. Il faut juste choisir une direction et y aller à fond et essayer de le faire d'une manière un petit peu plus différente que les autres. Nous, on a choisi la voie de la qualité. Je pense à des dizaines de contre-exemples de créateurs qui prennent la voie de l'authenticité pour aller percuter différemment, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein d'éléments de différenciation. Nous, on a pris le chemin de la qualité où on avait directement un avantage compétitif parce que c'est pas accessible à un indie hacker, etc. Tu es obligé de t'entourer. Ouais, non, mais et je comprends aussi, toi, tu soulèves vraiment un point, et peut-être aussi qui est problématique quand tu débutes en tant que créateur, c'est quelle est ta cible, en fait, in fine, parce que tu veux, en fait, le marché de l'attention, c'est que tu as un pool immense de gens qui peuvent t'écouter, tu veux absolument avoir tout le monde au début, tu vois. Et en fait, c'est toujours compliqué, parce que, en fait, in fine, il faut soit un peu comme toi, nivellement par le haut, donc du coup, tu fais rentrer que des profils très high level, ou alors, tu vraiment te niches sur un sujet, quoi. On en parlait même la dernière fois dans un autre épisode. C'est marrant parce que je parle avec beaucoup de potes à moi entrepreneurs et ils ont exactement les mêmes considérations. Et il y a une règle en entrepreneuriat qu'on enseigne dans notre programme qui dit quand tu commences, tu choisis toujours le plus petit marché possible. Et c'est le fondateur d'Eventbrite, qui est la plateforme de ticketing en ligne, qui enseigne ça et qui dit à la base, notre marché, c'était des tech parties à San Francisco. Ouais. Ce n'était que ça. Et tout ce qui n'était pas ça était en dehors de notre marché. Mais une fois que tu as pris ton marché, de manière organique, tu vas attirer d'autres personnes, etc. Et c'est tellement plus facile. Quand tu as vraiment pris le plus petit dénominateur commun, tu t'es implanté et ensuite, organiquement, tu vas croître. Et du coup, toi, c'était quoi ton plus petit dénominateur commun ? Est-ce que tu as un persona en tête ? Du coup, quel est ton persona ? Alors, c'est les cordonniers qui sont le plus mal chassés. Malheureusement, on a visé, entre guillemets, assez large directement. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on est tombé sur un persona, mais sans trop le vouloir. Et aujourd'hui, on a bien identifié un persona. Aujourd'hui, les gens qui prennent notre formation, donc c'est un alternative MBA, tous les cours sont packagés dans un programme qui couvre les bases du MBA traditionnel. Innovation, finance, leadership, entrepreneuriat, stratégie, marketing, management, etc. Les gens qui prennent ça, c'est principalement aux US, plus de 80% aux US. Âge médian, 35 ans. Des gens qui sont en poste, qui sont souvent des profils techniques, qui ont envie d'acquérir des skills business, parce qu'ils vont passer dans une position de management, parce qu'ils ont envie de changement dans leur vie, parce qu'ils ont envie de monter leur boîte, mais qui n'ont pas envie d'aller faire 2 ans de business school, dépenser une fortune, passer tous les tests d'admission, sans doute bouger de ville, etc. Et qui cherchent quelque chose de crédible sur Internet. Et clairement, sur ce sujet-là, on stand out de par la qualité de nos instructeurs. Et c'est vraiment, tu soulèves un point qui est intéressant. Tu me dis donc tous tes clients ils sont basés aux US. Enfin, ils sont basés aux US. Ouais. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a un côté un peu culturel dedans, donc c'est-à-dire le fait qu'il y a un côté vraiment aller chercher quelque chose de très actionnable, tu vois, peut-être aux États-Unis, alors que peut-être en France, en Europe, on est peut-être plus à la recherche plus de la certification, tu vois, du tampon de l'école pour nous rassurer un peu. Et du coup, ça se retranscrit même à ce niveau-là, même dans le média. Est-ce que c'est ce que tu ressens ? La réflexion à la base, elle était vraiment simpliste. Je voulais créer les meilleurs cours de business du monde. Les meilleurs profs, la meilleure qualité, la meilleure brand. Une fois que tu as dit ça, tu regardes où sont les entrepreneurs les plus successful du monde, tu as très vite compris que c'est pas la France. Et donc, si tu dis, ok, je veux les meilleurs mecs, il se trouve qu'ils sont tous américains, ou pratiquement tous américains. Et donc, de base, tout le produit a été pensé pour les États-Unis, créé par des Américains, parce que nos professeurs sont américains, pour des Américains. Et aujourd'hui, dans l'équipe, on a des Américains. Et c'est clairement le marché vers lequel on va. Donc 100% américain, mais depuis le début, c'est dans l'ADN de la boîte. Ok, d'accord. Et du coup, ça a été compliqué un peu d'aller chercher un peu tous ces gros créateurs, créateurs plutôt, on va dire, de profil, on va dire, high level. Parce que quand même, t'as quand même des très beaux calibres, donc YouTube, Waze, Wikipédia et d'autres. J'ai mis aussi Google aussi. Donc, comment ça se passe un peu ? Est-ce que j'imagine que tu as dû travailler avec des créateurs de contenu. Est-ce que l'approche est différente ou au final, c'est un peu le même L'approche est différente parce que c'est pas le même rapport à l'argent. Ok.
voilà, je pense à Steve Chen, qui est le fondateur de YouTube, qu'on a fait venir à Paris, qui a vendu sa boîte pour 1,7 milliard en Google Stock en 2006. Entre guillemets, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'argent qui peut le convaincre de faire un projet. Et donc, clairement, le côté ultra premium des vidéos, c'est aussi un côté pour flatter l'ego des instructeurs. Les premiers instructeurs, l'histoire est quand même assez marrante. Évidemment, je connais personne à la Silicon Valley. Donc, ce qu'on a fait avec Roy, mon associé, on a envoyé des mails à tout le monde. Spam, quoi. Spam. Et le fondateur de Shazam, Chris Barton, nous a répondu « Ok les gars, en fait c'est intéressant, venez on se fait un dîner ». On a dit « Pas de problème ». 2 semaines plus tard, on était en train de dîner à San Francisco, donc on a pris l'avion pour aller le rencontrer là-bas. Excellent. Et ça a cliqué, il nous a fait confiance. On l'a ramené à Paris, on fait tous les tournages en France. Et c'est vrai que une fois que tu as des noms associés à ton projet, une fois que tu as des vidéos que tu peux montrer, ça devient beaucoup, beaucoup plus facile. Ils se connaissent tous d'attirer d'autres personnes. Et puis aujourd'hui, on leur dit, en fait, tu vas être à côté de Jimmy Wales, de Wikipédia, de Steve Chen, de YouTube, etc. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Le plus dur, c'est comme toujours, C'est avoir le premier tour. oui. Ouais, c'est ça, c'est un peu le game, un peu dans le high level, on va dire. Tu vois, il faut toujours le social proof du premier pour après que les autres se disent, bon, ok, d'accord, c'est valable, alors je peux y aller, quoi. Exactement. C'est pas le sujet, quoi. Et surtout, nous, il fallait le convaincre de quand même prendre l'avion et de venir à Paris. Donc évidemment, on paye. Mais voilà. Et aujourd'hui, je pense que c'est une force. Le fait qu'on soit basé à Paris. On rigole souvent avec nos invests qu'on est vraiment une agence de voyage. On fait du city trip. Donc on les ramène tous à Paris. Et on leur dit, en fait, ramène Chris de Shazam, il a ramené son enfant. Uri de Waze, il a ramené sa femme. Steve de YouTube, il a ramené sa femme et son enfant. D'accord, voilà. Un petit voyage de famille avec un petit truc en plus. Disneyland, Paris, franchement, c'est... Et aujourd'hui, ça fait partie de notre proposition de valeur. Ok, d'accord. Et du coup, côté un peu user, parce que du coup, là, on a beaucoup vu la partie créateur, mais du coup, la partie user, tu vois, c'est vrai, je rebondis un peu sur le côté culturel, mais du coup, qu'est-ce qu'ils en tirent un peu quels sont un peu les retours que tu as de tes users, parce que comparé à un MBA classique, parce que je me dis, tu vois, si tu veux, je sais pas, tu vois, tu bosses dans la tech ou tu bosses pas dans la tech et tu veux entrer dans la tech, par exemple, tu vois, et tu veux bosser dans un des GAFAM, et généralement, soit même dans des grands fonds, hein, peut-être à côté un peu pré-MBA associate, post-MBA associate. Comment, est-ce que tes users viennent pour ça, tu vois, pour ce côté un peu, ou alors ils viennent vraiment pour les skills, tu vois. Entre guillemets, c'est pas leur sujet d'avoir la certification ou pas, tu vois. La certification est importante. Aujourd'hui, la satisfaction étudiante, c'est vraiment ce dont on est le plus fier. On a un peu plus de 500 étudiants qui sont dans le monde entier, mais principalement aux États-Unis. Et en fait, nous, notre but, c'est d'étendre le marché du MBA. Aujourd'hui, il y a 0,01% des gens qui ont un MBA, et tant mieux. Si tu veux aller travailler en finance, si tu veux aller rentrer chez Goldman Sachs, si tu veux rentrer chez McKinsey, top, va faire un MBA, et on le dit à nos étudiants. Ouais. Mais 99% des gens ont besoin d'éducation business, de comprendre les frameworks, d'avoir le langage, mais ils n'ont pas besoin d'un MBA traditionnel. Et ça ne leur servira à rien, ce sera un mauvais investissement de passer tout ce temps, de dépenser tout cet argent pour un MBA traditionnel. Mais ils doivent avoir une formation business. Et donc, c'est ça qu'on fournit de manière express, en forme de sprint, avec une pédagogie qui est du micro-learning. Donc, c'est diviser le contenu. On va reparler du temps d'attention en micro-capsules de 10 à 20 minutes, interactif, avec de la vidéo, avec du quiz, avec des PDF, avec des ressources téléchargeables, avec des reading lists, avec un aspect communautaire, etc. Donc, clairement, le but, c'est de réimaginer et de transformer le MBA pour 99% des gens qui n'ont pas besoin d'un MBA traditionnel parce qu'ils ne veulent pas aller chez Goldman Sachs et chez McKinsey. Ok, donc c'est des gens qui sont déjà, entre guillemets, qui ont déjà tout le bagage, on va dire, académique nécessaire. Ils viennent chercher chez toi, en fait, le savoir, en fait, qu'ils n'auraient pas pu avoir ailleurs, quoi. En fait, avoir, entre guillemets, accès au cerveau d'un profil high level pendant 1 heure et demie ou plus, tu vois. Exactement. Et donc, ça va être en fait très tourné sur le pratique. Pour moi, l'éducation business doit être tournée sur le pratique. Et on va enseigner des choses qui sont comment... beaucoup d'entrepreneurs aussi, 50% des gens qui veulent monter une startup, comment trouver une idée de startup, comment trouver ses premiers utilisateurs, comment structurer une équipe, comment vendre. Parce que la brique sales est très importante chez nous et c'est marrant parce que moi, j'ai fait un master en management. On ne m'a pas enseigné la vente, technique de persuasion, de négociation, de vente, les frameworks de base, alors que c'est tellement fondamental dans n'importe quel cadre de travail. Les bases de la compta,
les bases de la finance, du leadership, des frameworks de decision making, etc., modernes, basés sur des expériences réelles. Et en fait, genre, j'ai 2 questions. Alors, la première, c'est du coup, donc, tu parles de tous ces sujets donc, qui sont vraiment très académiques, donc finance, marketing, leadership. En face, du coup, tu as des profils, on va dire, plus, lead, enfin, on va dire, C-level, tu vois, ou fondateur. Est-ce qu'il y a une approche, est-ce que du coup, dans l'interview, vous avez une approche spécifique ou genre, on va parler de finance cette fois-ci avec tel fondateur et on va rentrer dans le dur, comment, par exemple, je sais pas, pour YouTube, il a géré un peu son business model, ou au contraire, c'est plutôt très large et en fait, tu prends des morceaux de quelques parties de rush qui t'intéressent et tu le mets dans des parties. C'est pas une interview qu'on fait avec eux. On crée D'accord, vraiment des ok, cours. ok. Et donc, moi, c'est la partie que je préfère dans mon job. Ce qu'on fait en amont, une fois qu'on est en contact avec la personne qui nous a dit OK, on étudie sa vie. Et donc, on va avoir 50 pages de notes sur qui il est, sa boîte, tous les frameworks qu'il a utilisés. Et ensuite, on va le voir, on dit OK, ça c'est ce que je préfère. On s'assied avec le fondateur de Wikipédia, de Shazam, etc. Et on leur dit voilà les 10 thèmes, les 10 frameworks sur lesquels on pense que tu as une histoire à raconter ou que cette anecdote, etc. Et en fait, on va co-créer ce cours-là avec lui. Ok. Et après, certains est scripté, certains c'est partiellement scripté. On a une coach professionnelle aussi sur le tournage pour la delivery. On fait vraiment du cours en ligne. Et c'est dans ça qu'on les assiste et c'est dans ça que c'est pas encore une interview, etc. C'est du vrai cours en ligne, c'est écrit, il y a plusieurs meetings. On a aussi une coach qui les accompagne avant. D'accord, ok. Parce que c'est pas pareil de donner une keynote que de s'asseoir et de donner un cours. C'est très, très différent dans l'exercice. Donc, c'est vraiment, encore une fois, le prisme de l'excellence, le prisme de la qualité. Ok, et du coup, mon deuxième point, c'est je me disais, donc là, on voit que c'est des profils très high level, enfin très tech, très, on va dire, corporate. Et est-ce que tu as peut-être, enfin, je sais pas, est-ce que tu as déjà pensé à interviewer des créateurs de contenu? Je pense que tu as dû en voir passer. Genre, je crois que tu avais fait un article sur MrBeast. Est-ce que ce type de profil t'intéresse ou... J'en parle avec un de nos investisseurs. On a pas mal de créateurs qui sont investisseurs chez nous, notamment un qui s'appelle Julius Dane, qui est le plus grand créateur indépendant sur Facebook au monde. Je pense qu'il a 45 millions de followers sur Facebook. Un magicien. 7 millions sur Instagram, quelque chose comme ça. Et ouais, on a évoqué l'idée, c'est pas impossible qu'un jour ça arrive. Moi, je suis par exemple passionné d'échecs. J'aimerais bien qu'un Garry Kasparov, qu'un Magnus Carlsen enseigne des fondamentaux de stratégie adaptés au business. Des fondamentaux de compétition. Le hack, c'est que tu... Voilà. Après, pour l'instant, entre guillemets, c'est pas la priori, c'est des pistes qu'on explore. Moi, ça me ferait évidemment kiffer. Mais là, on est vraiment sur du pur business. Une fois qu'on aura vraiment étoffé le curriculum, qu'on aura coché toutes les cases qu'on veut cocher, peut-être qu'on ira vers des opportunités comme ça. Ok. Et du coup, il y a aussi une réflexion que j'avais, tu vois, alors tu me diras peut-être si tu as un avis là-dessus, c'est est-ce que déjà, est-ce que pour toi, peut-être à long terme, Augment, ce sera un peu pour le grand public? Parce que je me dis, tu vois, il y a un peu dans le croisement médias EdTech, tu vois, tu as un peu le high level, un peu, donc là où tu te situes. Tu as aussi un peu, on va dire, le mid-level, tu vois, où tu retrouves un peu des teachables, où des gens, monsieur, madame, tout le monde fait son cours, en fait, et le fait. Et tu as entre les deux, où c'est des profils un peu professeurs, académiques qui font un cours aussi. Et du coup, est-ce que toi, tu te vois te positionner, est-ce que toi, Masterclass, tu le verrais arriver pour du grand public, ou c'est vraiment un modèle qui peut être que pour des profils un peu très high level que tu as aujourd'hui? Donc, en termes de professeurs, tu veux dire? En termes de clientèle, je sais pas, tu vois, est-ce que tu aujourd'hui, verrais notre clientèle est très grand public et on vise principalement des gens qui n'ont pas d'éducation business. Ok. Et justement, on leur donne envie à ces gens-là qui voient une marée de contenu, qui ne savent pas décider sur quoi se lancer et qu'est-ce qui est de bonne qualité. Nous, le but, c'est vraiment de les prendre par la main et de leur donner les bases fondamentales. Ensuite, si tu veux aller te spécialiser en finance d'entreprise hyper pointue, il y a plein d'autres cours qui sont bien meilleurs que les nôtres sur ce sujet-là. Nous, on vise à être cette porte d'entrée, grand public, dans le sens où, oui, la copine de mon petit frère, qui est doctorante en neurosciences, pas du tout de formation de business, elle suit le programme MBA d'Augment et aime beaucoup. Donc, voilà, il ne faut pas avoir de prérequis. Le but, c'est d'être vraiment le plus grand public. On ne va jamais aller dans le très, très, très pointu. Okay. C'est vraiment démocratisé. Et très honnêtement,
je pense pas que tu dois savoir des trucs qui sont hyper pointus pour avoir une bonne carrière et réussir aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. T'avais une question, je crois, non, sur l'attention, si je me souviens bien, Alex. Non, ouais, ma principale question, c'est le temps d'attention. Il y a eu une énorme bulle, hein, quand même. On en a parlé au début de l'épisode, depuis 3 ans de confinement et de Covid. Et donc, il y a eu énormément de créateurs, énormément aussi de médias, et énormément de business qui se sont créés en face. Et est-ce qu'aujourd'hui, le fait que l'attention diminue, c'est quoi l'impact en fait sur ces business-là ? Il y a un gros impact sur la creator economy. Aujourd'hui, on confond creator et influenceur, c'est pas pour rien. Donc, moi, la question que j'avais pour toi, c'est tu t'inscris comment dans cette vague d'attention et comment tu comptes tirer ton épingle du jeu, sachant que je crois comprendre comment tu vas me répondre. Mais On divise chaque cours en micro-capsules de contenu que ce soit digeste, quoi. de maximum, je pense que notre plus longue est de 9 minutes. Ok, d'accord, ouais, ça Donc, reste. toutes les 3, 4, 5 minutes, tu as des quiz qui arrivent, tu as des questions, Ouais. tu as du texte à lire, tu as une vidéo annexe à regarder, tu as des cases à cocher, tu fais quelque chose. C'est toute une pédagogie qui s'appelle du active learning et aussi du micro-learning. On combine les deux ensemble. La vraie question pour moi, c'est comment ce système des business schools traditionnels ou de l'université traditionnelle va s'adapter à ce nouveau monde. Alors nous, on a de la chance d'avoir commencé à créer un programme MBA en 2022. On savait déjà que le temps d'attention, il avait un peu diminué. On avait déjà les codes TikTok, les codes YouTube. Mais depuis le début, c'est quelque chose qu'on a en tête. Et plusieurs de nos étudiants nous ont dit qu'ils ont binge-watché nos vidéos. C'est-à-dire qu'ils n'ont juste pas su s'arrêter. C'est ce que j'ai fait moi avec Masterclass. En fait, quand tu rentres dans un truc bien tenu, avec la bonne musique, l'ambiance. Et même parfois, c'était un problème parce que les gens payaient assez cher pour un programme et en fait, ils le terminaient en une semaine. Ouais. Et quand on regardait les données dans notre interface, on voyait, en fait, le mec, il a poncé le truc. Et donc, il va nous dire, mais. La suite, quoi. C'est quand la suite. Au final, ils sont très contents. C'est ceux qui sont paradoxalement le plus contents parce qu'ils l'ont fini hyper vite. Mais voilà, ils n'ont pas pu se détacher du truc. Bon, ça, c'est le meilleur. Évidemment, c'est le meilleur compliment. Mais tu sais que tes compétiteurs, en fait, à mon avis, c'est pas les autres programmes de formation ou d'upskilling, etc. Je pense que ton principal compétiteur aujourd'hui, c'est Netflix. Et alors, je t'explique pourquoi. C'est que moi, dans ma manière de consommer du contenu, je me suis surpris à poser mon cul sur le canapé et à regarder du YouTube ou du masterclass via mon Apple TV. Parce qu'avant, j'aurais fait ça dans mon bureau, tu vois, ou dans le métro, de manière nomade. Alors que maintenant, sur ma télé, tu vois, il n'y a pas que des choses traditionnelles. Je consomme du learning business. YouTube, je le consomme de plus en plus sur la télé. Et masterclass, je m'assois dans mon canapé. Alors, pas à n'importe quelle heure non plus, mais aux heures concurrentes de là où normalement j'aurais regardé Netflix. Donc, à mon avis, les parts d'attention que tu prends, à mon avis, c'est... C'est intéressant. Et en fait, quand tu réfléchis, tu as envie d'avoir des options qui sont plus stimulantes intellectuellement qu'un Netflix quand tu rentres chez toi et où tu as l'impression de te dire, OK, en fait, c'est du temps off, mais où je vais apprendre des choses que demain, quand je retourne au taf, vont faire que je vais avoir la promotion que je veux, qui vont faire que je vais pouvoir lancer le business dont je rêve, etc. Et donc, c'est l'edutainment, je crois que c'est ça. L'edutainment. Après, on offre une possibilité évidemment d'aller plus loin. Il y a plein de case studies interactifs, etc. Mais effectivement, compete avec Netflix, c'est top. Mais ouais, c'est sur Netflix, en gros, tu peux apprendre plein de choses utiles pour ta carrière aussi. T'as pas que du mainstream B2C, tu vois. Enfin, mais bon, ça, c'est pas l'objet de Netflix, quoi, non plus. Non. Après, je sais pas si tu te rappelles, je sais pas si tu avais suivi peut-être The American Patriot. Non. Hassan Minhaj. Oui. Ouais. Et pas. En fait, en gros, si tu veux, c'est un show sur Netflix qui était passé pendant. Il a duré une saison ou 2, je crois. Ouais, 2. C'était pas la grande époque du Covid, attention au max. Et c'est exactement Edutainment, tu vois. Il t'abordait une thématique, par exemple, tu vois, je sais pas, la crise
la crise des universités aux États-Unis, tu vois, sur le financement, la dette et tout, tu vois. Et il te le fait passer sous un format un peu humoristique, comme si tu regardais un croisement, je sais pas comment dire ça, un croisement entre un TEDx et un Jamel Comedy Club, tu vois. Et en fait, t'es assis, tu vois, t'apprends des choses. Parce que moi, j'ai appris énormément de choses à chaque sujet. Par exemple, il avait analysé Suprême, tu vois, la marque, la vision, comment c'est sorti, et les polémiques autour, tu vois. Avec un format où, comme t'as dit, t'es assis, t'apprends des choses et c'est vraiment très actionnable, tu vois. Et en fait, je pense que c'est un peu l'un des nouveaux formats, en fait, d'apprentissage. Et c'est l'une des questions aussi, tu vois, qui va venir derrière, c'est un peu la confrontation de Gen Z versus Millennial. Nous, on fait partie, on va dire, versus Millennial. Est-ce que du coup, tu as des profils un peu comme ça, plus Gen Z, on va dire, qui sont clients, ou alors c'est encore un peu des Millennials parce que eux, peut-être, préfèrent plus aller apprendre sur des plateformes, peut-être soit free, peut-être toi, un TikTok ou un YouTube, ou au contraire, tu vois. Est-ce qu'il y a tu ressens peut-être une différence ou quelque chose comme ça? Je vais te surprendre là. Ouais. Parce que Ok. on a étonnamment beaucoup de, si je peux les appeler comme ça, de boomers. Ah ouais. Ah ouais. Donc, l'âge moyen aujourd'hui de nos étudiants est aux alentours de 35 ans. Je sais pas c'est quoi la boomers, c'est à partir de quel âge? Je crois 50 piges. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça aujourd'hui, c'est ça. Hein. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont au-delà des 50 piges et qui sont ni Gen Z ni millénial. Et donc, c'est assez surprenant de voir que ces méthodes alternatives, etc., ce contenu qui est au final, à la base, sans aucune sophistication, je l'ai pensé pour moi. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais le plus regarder? Ben, c'est ça. Il prend auprès des gens qui ont l'âge de mon père. Ok, et du coup, c'est tous ces gens-là, en fait. Là, c'est marrant, ça. Du coup, j'aurais plus vu. Après, ça dépend, Ouais. qui tu mets j'allais dire en acteur en face. Mais Ouais. les fondateurs que tu cites, ils ont bien 50 ans passés. Quoi. Ouais. Après, c'est des boîtes quand même assez modernes dans l'image, tu vois. C'est pas, entre guillemets, un General Motors, tu vois. Tu vas pas interviewer ce genre de mec. Mais ça m'a surpris dans le sens où je savais pas qu'il y avait cette population-là qui était friande d'upskilling sur Internet. Oui, d'accord. Ouais, bah oui, c'est sûr que c'est un peu contre-intuitif. Et du coup, comment ils t'ont connu, en fait? Du coup, ça m'intrigue, quoi. Est-ce qu'ils t'ont trouvé par... sur les réseaux, sur LinkedIn, ils t'ont trouvé, ou bien c'est par le bouche à oreille, tu vois, comment tu faisais un peu reach, ou c'est même le réseau de l'invité? Aujourd'hui, c'est principalement du performance marketing, donc des pubs sur Facebook et Instagram. En fait, dès le départ, on a pensé contenu et distribution ensemble. C'est-à-dire que quand ils viennent à Paris, on leur fait tourner des pubs qu'on va ensuite mettre sur les différents réseaux. On a de plus en plus d'organique, évidemment. Il y a eu de la presse qui a vraiment fait un énorme boom et qui nous a propulsés dans des pays dans lesquels on n'était pas du tout avant. En Arabie Saoudite, aux Émirats, au Qatar, en Inde, au Japon, en Ouganda, au Nigeria. Donc tous ces pays-là auxquels on n'avait pas du tout pensé de base. Et aujourd'hui, on se dit, ok, en fait, on va explorer parce qu'il y a des opportunités clairement. Et ça, on a eu un article de Bloomberg qui est sorti il y a un mois et qui nous a vraiment lancé dans ces pays-là. De plus en plus de bouche à oreille. Okay. Là, les chiffres du mois dernier étaient assez impressionnants. On était à pratiquement 30-40% de gens. En tout cas, on n'arrivait pas à traquer d'où ils venaient. Rien qu'aujourd'hui, on a notre premier étudiant qui a sign up depuis Bangkok. Et là, genre, mais comment ça se fait? On fait pas de pub à Bangkok? Oui, mais mon frère est à Dubaï. Ah, ok, d'accord. Non, mais donc voilà, c'est hyper excitant quand tu es une jeune startup et que tu as ce genre de truc qui arrive et que tu comprends pas d'où. Ouais, non, c'est ça qui est ça. Là que tu sens que tu scales un peu là. Ouais, c'est ça en fait. C'est que là, du coup, c'est les gens qui travaillent pour toi là. En fait, là, c'est chacun en fait envoie au référent. Et l'histoire de cette personne, il dit mon frère a fait un MBA. Il est parti au Canada à Toronto pour faire son MBA. Il m'a dit plus mauvais investissement de ma vie. Ouais. Et donc quand il a vu notre truc, il a genre mais oui. Et donc il a envoyé à son frère et c'est son frère qui va le faire. Okay. Mais tu vois, c'est marrant parce que les MBA, on les fait. Ça coûte un bras, pas dire deux. Et en fait, les gens sont pas dupes quand ils le font, c'est soit parce que ta boîte te le paie, ou alors quand c'est toi qui te le paie, tu vas chercher le réseau. Mais finalement, tu vas généralement pas pour ce que tu y apprends, quoi. Enfin, franchement, il y a des contre-exemples. Non, mais évidemment qu'il y a des bons MBA. Mais bon, moi, comme ça, moi j'en ai fait un il y a très longtemps. Effectivement, j'y allais quand même plus pour le réseau. Et toi, finalement, tu prends le contre-pied, quoi. Tu offres une excellente qualité. À moins d'1% du prix. À moins d'1% du prix. Et tu comptes faire une commune derrière? Il y a une communauté qui s'organise. Dire, dans le monde de la community economy. Non, mais c'est tellement intéressant. Et pour être très honnête, j'y croyais pas tellement. Ou en tout cas, j'y pensais pas trop.
pour moi, la communauté, c'était quelque chose qui arrivait quand tu avais des dizaines de milliers d'étudiants. Et là, aujourd'hui, on a 400, 500 personnes et on organise un community event à Londres, normalement début décembre. Wow. Excellent. Ah, c'est du physique carrément, quoi. Physique. On rentre dans du Et jeu. un community Franchement. event à New York début janvier 2024. Ok. Parce qu'on sent le besoin et on voit en fait sur LinkedIn que les différents membres, les différents alumni d'Augment like les posts des uns des autres, donc partagent le certificat, notifient tout leur réseau. Et en fait, c'est arrivé tellement vite et j'ai réalisé ça quand parmi nos 100 premiers étudiants, on a eu 4 médecins qui voulaient monter leur boîte. Et je me suis dit, mais en fait, ces gens-là, il y a déjà tellement de valeur à les mettre ensemble. Ils ont le même profil, ils veulent faire la même chose. Je pensais que ça allait arriver beaucoup plus tard. Pas du tout. Et on voit vraiment aujourd'hui que c'est ce que nous demandent nos étudiants. On a envie d'aller à fond là-dessus. Et on a d'ailleurs Josie qui nous a rejoint chez Augment pour travailler vraiment sur cet aspect-là communautaire parce que ça va être un des chantiers de 2024. C'est marrant parce que ça me fait penser à cette fameuse époque où on parlait vachement des cohort-based courses où finalement tu enseignes des cours à un batch d'étudiants limités, des cohortes, quoi. Et puis c'est comme ça que tu espères créer de l'alumni derrière. Finalement, toi, c'est un peu l'inverse. C'est que les cohortes, elles se créent de manière transversale et un peu chaotique. Enfin, pas chaotique, mais c'est opportuniste. Naturel, quoi. Le vrai problème pour refaire toute l'histoire du cours en ligne en 30 secondes, 2012-2011, il y a Coursera, Udemy qui émergent et qui sont des énormes marketplaces qui connectent des gens qui créent des cours et des gens qui en prennent. 10-15 ans après, on se retourne, on est là, ok, en fait, c'était sympa, mais le taux d'engagement et la completion, c'est hyper faible. Et là, il y a 2 modèles qui émergent. Tu as des gens qui disent, mais c'est hyper faible parce que le format d'apprendre face à son ordinateur, c'est horrible. Ça, c'est le modèle cohorte. Donc, on va mettre les gens ensemble, on va rajouter de l'interaction sociale, comme ça, on va augmenter l'engagement et le taux de complétion. Et tu as un autre modèle qui dit, non, en fait, le problème, c'est que sur Coursera et sur Udemy, il y a tout le monde qui donne cours de tout à n'importe qui. Et donc, évidemment, en moyenne, ça va être mauvais. Venez, on se concentre et on fait sur une verticale les meilleurs cours de business, de finance, de pâtisserie, de peu importe. Et ces deux modèles. Moi, je pense que les modèles cohortes, aujourd'hui, et les chiffres commencent aussi à le prouver, ont encore une fois fait la même erreur que des Udemy et des Coursera, c'est qu'ils ont mis le contenu au second rang. Ouais. Ce qui fait que plus tu augmentes ta taille de communauté, moins tu as de cohésion et de qualité et de rapport entre les gens. Et si tu n'as pas un contenu fort qui fédère, ben c'est assez compliqué à scale. Et on peut parler des boîtes comme OnDeck, comme toutes ces boîtes-là qui ont vraiment eu du mal à dépasser l'attrait initial que leur produit a eu. Ok, et est-ce que tu penses que c'est parce que, in fine, dans ta communauté, hein, si je prends l'exemple, les gens viennent, la première approche, c'est ils discutent du contenu, genre ah j'ai kiffé ça, est-ce que toi, du coup, t'en pensais quoi? Est-ce que c'est peut-être que les gens, enfin, il y a une contre-intuition, tu vois, on se dit, les gens vont se connecter parce qu'ils ont des choses à se dire. Alors qu'en fait, les gens, ils osent pas se parler au premier abord, tu vois, à moins qu'il y ait un sujet clé, tu vois. Et c'est peut-être le contenu, la qualité du contenu qui fait la diff, tu vois. Alors pour être très honnête, là, on explore toujours. Ok. C'est vraiment des pistes, c'est hyper intéressant. Et j'ai des contre-exemples aussi. Reforge, qui est une boîte dans l'éducation plutôt product et grosse aux US, qui a été fondée par des anciens VP de HubSpot, qui cartonne, et vraiment cartonne, sur une dimension communautaire. Donc voilà, je pense que les différents modèles fonctionnent. Il faut juste avoir le bon modèle pour la bonne approche. Mais aujourd'hui, nous, le pari qu'on fait, c'est contenu au-dessus de communauté. Et la communauté, entre guillemets, se crée tout seul parce que les gens viennent interagir avec les autres, c'est normal. Ok. J'avais une autre question qui... Ah oui, voilà, c'était ça. C'est du coup, j'imagine que du coup, ça va être le rôle de Josie, c'est ça? Ouais. Bon, salut, je la connais pas. Mais est-ce que du coup, peut-être qu'il y a un autre côté du business qui se rajoute aussi?
qui est le fait de mise en relation entre alumni, mais vraiment très poussé, tu vois. Parce que je pense que toi, c'était l'exemple des docteurs. Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire tu vois. que jouer quand même un peu le rôle des écoles qui délivrent les MBA, c'est Bah ouais, parce rajouter que, une couche réseau. Quoi. En fait, c'est ça qui. Tu vois, moi, j'ai fait aussi j'ai fait un MS, c'est différent. Mais toi, tu as le côté. En fait, je pense que c'est un peu dans toutes les écoles, c'est pareil. Après, je sais pas, peut-être qu'il y a des contre-exemples. Mais le côté alumni, c'est compliqué, en fait. Parce que finalement, tout le monde est un peu dans son quotidien. Et les gens, même si on dit qu'il y a des alumni, en veux-tu, en voilà. In fine, pour les contacter et faire des choses avec eux, c'est compliqué. Et peut-être que c'est là où la force de ton business, c'est que c'est connecter les bonnes personnes. Voilà, tu vois, as fait mon programme, je peux te connecter derrière avec X ou Y personnes. Et peut-être que c'est d'ailleurs quelque chose que tu peux vendre, tu vois. 100%. Et la vision, c'est créer le MBA de demain. Notre pied dans la porte, c'est le contenu et c'est la crédibilité. Une fois que c'est dit, c'est des opportunités de carrière, c'est des événements de networking, c'est peut-être des talks et des webinaires toutes les semaines, c'est des événements physiques, c'est des programmes d'ambassadeurs. Donc ça, c'est tous des sujets auxquels on réfléchit. Aujourd'hui, la startup, elle a moins de 18 mois, mais c'est clair que la vision, c'est créer le MBA pour les 99% des gens qui peuvent pas et ne devraient pas faire un MBA, sauf s'ils veulent rentrer chez Goldman Sachs. C'est marrant parce que du coup, il y a un peu d'un côté, tu dis aux gens tu vas aller prendre des MBA, mais d'un côté, tu es un peu en lutte contre eux. Enfin, on dirait que c'est un peu une lutte entre les MBA traditionnels et ce que tu veux faire. Et je pense qu'en fait, les deux se complètent. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Toi, je me dis, en fait, chacun, en fait, s'y retrouve. En fait, c'est ceux qui veulent vraiment. Moi, je me retrouve très souvent à dire à des étudiants potentiels, ah non, mais en fait, toi, tu as vraiment besoin d'un MBA. Parce que tu as envie parce que tu es un top consultant dans une boîte et que tu veux passer au niveau supérieur, mais va faire un MBA 100%. Si tu es un business analyst dans une boîte de 2000 personnes qui avant était ingénieur, qui vient de passer dans ce job-là, et que juste on utilise des mots au travail que tu connais pas, là, ne va pas faire un MBA. Forme-toi sur le côté, évidemment. Non, mais il y a un côté acculturation qui est génial dans ce que tu proposes. C'est-à-dire, tu prends une brique, tu prends une place qui n'est pas occupée aujourd'hui, qui est entre la formation de base qu'on te donne quand tu es cadre dans une boîte, et puis le MBA, et finalement, ce qui existait entre les deux, l'upskilling, comme on l'appelait, bon, c'était pas Jojo, hein, ça donnait pas envie et tout. Finalement, toi, tu le super boost, cette partie-là. Tu dis, c'est pas parce que c'est entre les deux qu'on doit mal le faire. Et je pense que tu peux choper beaucoup de monde là-dessus, parce que des ingénieurs qui sont dans leur boîte, qui adoreraient comprendre quelques concepts clés, framework, business, tout ça, machin, ou qui voudraient être upskillés sur cette question-là, il y en a plein. Il y a même des gens dans le business qui veulent être upskillés sur... donc, je pense que c'est non seulement un bon moyen pour essayer de se faire embaucher. Moi, je trouve que c'est un super moyen pour que des gens dans une boîte puissent aussi avoir des sujets de conversation. Et aussi l'impact qu'un seul conseil peut avoir sur la trajectoire de carrière de quelqu'un. C'est inimaginable. Ouais, et moi, je le vois, j'ai des exemples très précis. Là, on avait un étudiant qui a monté un business, il s'appelle Karl. Et une des choses qu'on enseigne, c'est Chris, le fondateur de Shazam, qui dit, quand tu commences un business, le premier truc que tu fais, c'est que tu racontes ton idée de startup à tout le monde. C'est contre-intuitif, la plupart des gens ne le font pas. À tout le monde. Il raconte que quand il a commencé Shazam, il avait cette idée loufoque qu'un téléphone dans l'air pouvait deviner quelle chanson se jouait. Il était sur le campus de Stanford. Il a parlé à tous les gens là-bas. Il a rencontré un mec qui faisait son doctorat en audio signal processing, je sais pas quoi. Il a dit, on fait ça à deux. Et aujourd'hui, cette personne-là est Wei Yang et il est le CEO de Shazam. Shazam s'est fait racheter par Apple, etc. 17 ans après. Et il dit, tu n'imagines pas tous les bénéfices que tu vas avoir et le risque que quelqu'un qui veut ton idée de start-up, oublie-le, ça ne se passera pas. Et donc, c'est un conseil qu'on donne. Karl, qui est notre étudiant, qui écoute ce conseil, qui l'applique, il revient une semaine après, il dit « Ok, j'ai 2 partenariats. » Incroyable. Quelle est la valeur alors d'un programme en ligne ? Qu'est-ce qu'un conseil dans ta carrière peut
peut totalement changer la manière dont tu réfléchis, dont tu fais quelque chose, et ça te booste. Et donc, en fait, on a beaucoup de deals B2B aujourd'hui, donc des boîtes, des CEO, des top managers qui viennent chez nous, qui disent « je veux ça pour mes équipes ». Et s'ils ont retenu un truc, s'il y a une chose qu'ils font mieux qu'avant, eh ben, j'ai déjà un retour sur investissement positif. Et les gens, en fait, tu sais où ils vont choper ces conseils-là aujourd'hui, enfin, les gens qui ont 40 ans, qui ont envie d'upskiller. À mon avis, ils consomment des podcasts. Et ils consomment des podcasts pour ça. Pour s'upskiller. Sauf que, comme tu dis, c'est interview-oriented. Et l'interview, t'as faut se une heure taper de discussion. Ouais, voilà. ouais, t'as 2 heures. Bon, là, ça fait 1 heure. Mais non, mais t'as les podcasts, c'est bien 3 heures, 2-3 heures, tu vois. Passionnant, mais tout le monde n'a pas 2-3 heures tu vois, à consacrer, même pour s'upskiller. Et c'est pas organisé. Et c'est pas organisé. Et donc, moi, je suis un amateur de podcast. J'ai toujours un podcast dans les oreilles. Ça, je n'aurais jamais pu monter Augment sans D'accord. avoir écouté un podcast. C'est l'université de demain. C'est extraordinaire. Mais il y a des gens qui aiment l'ordre. Et en fait, nous, ce qu'on va faire, on n'invente rien. Mais on prend tous les conseils, tout le savoir qui existe et on l'organise et on l'offre de manière super rapide, super efficace aux gens qui veulent le prendre. J'avais poncé, moi, un modèle qui ressemble de loin au tien. C'était, moi, tu dois connaître, ça a dû t'inspirer aussi. Ça, je crois que ça s'appelait Knowable. C'était du podcast, c'était des cours audio. Je crois que ça existe Cooper en France. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Les livres. C'est Cooper en France. Ça, c'était moi, je voulais faire, il y a 2-3 ans, du podcast audio, des cours audio, pardon, que des cours audio. Il y a Knowable, il y a Cooper, il y a Blinkist aussi. Ouais, il y en a eu plein. Moi, j'avais les deux. Je m'étais arrêté. Et Blinkist vient de se faire acheter. Je pense qu'ils ont fait une super exit. Ah, ouais. Comme quoi. C'était pas une mauvaise idée. Non. Il fallait pousser. Il fallait pousser la vache. Mais du coup, j'avais pris un cours, tu vois, pour comment faire un podcast. Ouais, et c'était le créateur, enfin, je sais pas, ils avaient pris des bons, quoi. Et j'ai adoré le côté bien structuré, le playbook, comment ils appellent ça, le notebook, enfin ouais. Le playbook, du podcaster, quoi. Le cahier d'exercice à côté. Il y a des gens, nous on offre des PDF téléchargeables pour chaque. Il y a des gens qui impriment le transcript et qui suivent. Mais oui. Et chacun sa manière d'apprendre. Chacun sa manière. Et je pense qu'il y a, tu vois, dans les podcasteurs qui tirent leur épingle du jeu, c'est ceux qui font la part belle aux show notes. C'est ceux qui sont pas là juste en train de dire ouais, bon, alors le résumé, 3 highlights. Et puis, quand un épisode est dense, c'est sympa d'avoir des show notes. Je prends l'exemple de Carlos Diaz, donc de Silicon Carnet, qui lui, en fait, partage ses notes qui lui ont servi à faire l'émission. Donc, c'est une liste bibliographique, fouillée, détaillée, mais derrière, c'est un NFT, parce que bon, c'est son business avec Uncut. Et tous ceux qui jouent à ce jeu-là, c'est-à-dire je partage pas juste 3 lignes, vas-y sur Apple, mais qui sont dans non, il y a du travail derrière, je le structure. Franchement, moi j'adore ces podcasts-là, c'est t'as de la knowledge. Tu sens directement le travail qui a été mis dans la consommation de contenu. Et moi, c'est une philosophie que j'essaie de rentrer dans toutes les personnes de mon équipe. Les gens sentent le travail. C'est évident. Quand c'est bien pensé, quand c'est ficelé, tu parlais de la pub de Masterclass. Passer des heures dessus. Chaque virgule, chaque mot, chaque respiration est masquée, chaque goutte de transpiration est cachée. Hyper important. Très chiadé, et les gens le savent, les gens le sentent. Les gens le sentent. Et comment vous... du coup, je pense que c'est plus la partie un peu avec le client, parce que du coup, je vois que, comme tu dis, l'expérience, tu vois, et la qualité, c'est... Et je suis évoqué donc le fait que tu changeais beaucoup avec tes users, c'est comment ils sont accompagnés. C'est-à-dire, est-ce que par exemple, tu leur fais faire, tu fais un call avec ou un échange écrit avec chacun des potentiels futurs élèves. Est-ce que vous avez une sorte de customer success qui est toujours à côté d'eux? C'est peut-être ça fait aussi partie de l'expérience, tu vois. C'est ce qui manquait beaucoup dans des Coursera où tu étais un peu lassé dans la nature et tu savais pas ce qui se passait, tu vois. Donc nous, on a des office hours pour chaque module. Okay. Tu peux demander une office hours et aujourd'hui, le programme, c'est 6 modules. Des gens les demandent, des gens ne les demandent pas, mais on est toujours à disposition pour leur parler. Parce que, de un, je pense que ça fait sens au niveau business, d'être proche des utilisateurs et de les connaître. Et de deux, c'est génial. Juste de comprendre qui ils sont, de les rencontrer. Et il y en a vraiment...
On s'écrit sur WhatsApp, on se suit sur Instagram. Ok, il y a vraiment un lien Bon, qui se ils crée, vibrent. quoi. Ils vibrent. Et on leur cache rien, on leur dit ce qu'on a, où on en est, ce qu'on essaie de construire. Ils résonnent avec la marque, ils résonnent avec ce qu'on a envie de faire. Et ils ont envie que ça marche aussi. Et ils nous poussent. Et donc, tu crées des relations. Au final, c'est ça qui est le plus marrant. Et c'est quand tu vois que ça prend, qu'ils en parlent autour d'eux, qu'ils postent sur leur propre réseau. C'est un plaisir. Et depuis le début, on a, je pense, une culture qui est très centrée sur l'étudiant. Mais encore une fois, le but, c'est pas juste de faire le maximum de cash ce mois-ci et le mois prochain. Si tu veux être le MBA de demain, tu dois avoir cette culture-là. Tu dois être meilleur que tous les autres en termes d'éducation et de qualité. Tu dois être meilleur que tous les autres en termes de communauté et de rapport avec les étudiants. Donc, c'est je pense, ça qui va nous faire gagner sur le long terme. Ok. Excellent. Du coup, la suite. Est-ce que, du coup, tu as parlé de l'Asie, tu as parlé des États-Unis. Est-ce que c'est. En fait, pourquoi je parle de ça, c'est parce que du coup, tu es basé à Paris. C'est ça qui est marrant, c'est que tu es basé à Paris, tu fais partie un peu de la créateur économie ou de la média économie dont on discutait tout à l'heure avec Alex. Et paradoxalement, cet écosystème-là est plutôt très, on va dire léger, on va dire en France. Du coup, Comment ça ouais, non, mais je le dis. Il y a au moins 10 personnes. et du coup, ouais, donc est-ce que le but c'est d'aller après aux États-Unis, tu vois, parce que bon, c'est bien de faire venir les gens, mais est-ce qu'après plus tard tu devrais monter ta boîte aux États-Unis ou rester en France parce que du coup il y a peut-être l'ancrage de la marque tech et de l'expérience de faire venir les invités en France, ou alors peut-être que c'est de l'Asie qui te parle, peut-être parce que je vois en Inde par exemple il y a un énorme pool sur la créateur, sur la partie du contenu, en Asie du Sud-Est aussi, tu vois. Donc, Je vais te dire ce que je dis à mes invests. Je leur dis, aujourd'hui, on est basé à Paris. Je ferai toujours ce qui est le mieux pour le business. Quand je verrai que c'est plus possible de scaler ce business en étant à Paris, j'irai là où ce sera à mon avis possible, c'est aux États-Unis. Et si tu m'avais dit il y a 1 an et demi que on serait là où on est aujourd'hui, tout en étant resté en France, j'aurais été assez surpris. Mais pour le moment, on n'a vraiment pas vu de problème. Ouais. On a 2 Américains dans l'équipe. Donc tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on publie est corrigé par des Américains. Au final, notre accent de boucher français, ça les fait marrer aussi un petit peu parfois. Les coûts de production en France, ils sont 1/3 de ce que c'est aux US. Faut Oui. pas se mentir aussi. C'est beaucoup, beaucoup moins cher pour nous de les faire venir ici. Même business class, même hôtel 5 étoiles, ça revient beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. Donc, de manière très empirique, je te dis la même chose que je dis à mes invests. Le jour où on aura besoin, ben voilà. Aujourd'hui, par exemple, on regarde beaucoup des candidats à Londres parce que ce serait logique aussi. On a besoin de gens Oui. qui écrivent, etc. Donc, c'est peut-être plus facile de mettre quelqu'un dans l'Eurostar. Moi, j'aime la culture du bureau. Je suis pas très remote. J'adore être en équipe et sentir l'émulation et d'avoir les gens autour de moi. Mais entre guillemets, je sais pas ce qui nous amènera à la prochaine étape de la boîte. Je sais pas ce qui se passera dans 2 ans. Mais aujourd'hui, et c'est assez surprenant, hein, sans problème ici. Ok, putain, c'est ouf quoi. C'est vrai que j'aurais plus vu ça, parce que j'ai discuté pas mal avec des entrepreneurs, jeunes, enfin, quand je dis jeunes, c'est dans le sens jeune, de la maturité de la boîte, et direct ils disent, ouais, moi je vais aller aux US direct, et je me dis peut-être que des fois c'est un peu J'ai certains de mes invests qui me poussent, Ah ouais. qui me poussent assez fortement, et Après, est-ce que c'est peut-être pas contre-intuitif, parce que peut-être que être placé à Paris, t'es peut-être aussi différent, c'est un axe de différenciation aussi, hein. bah, Steve Chen, le fondateur de YouTube, après le tournage, nous a envoyé un mail hyper sympa. Et il nous a dit, en gros, vraiment les gars, cette expérience à Paris était extraordinaire. Ouais, c'est peut-être ça, hein. Vous devez vraiment jouer sur ça parce que ça vous différencie et ça fait que c'est spécial. Parce que c'est ça, c'est exactement ça. En fait, je pense que je leur vends. En fait, c'est si ta clé était de l'acquisition, c'est de leur vendre une expérience où ils give, mais en fait, c'est aussi. C'est sûr, je vais et pas les avoir avec de récupèrent, l'argent. Bien sûr, ouais, c'est ça. Ils en ont Ils ont trop. tout ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Ça les fait marrer, que ce soit 2 petits Belges basés à Paris, que ce soit une équipe hyper jeune où j'ai 27 ans, je suis le 2e plus vieux de la boîte, tu vois. Ça les fait marrer. Et ils se voient à l'époque quand ils débutaient aussi en galère comme ça les fait marrer. Ouais, bah c'est comme s'ils voyaient un peu leur ancien eux, enfin l'ancien Steve en fait qui. J'espère. Après, ouais. Par exemple, Steve Chen de YouTube, à 27 ans, il avait
Il avait déjà vendu 1,7 milliard. C'est qui question de autre temps, chose. j'allais dire c'est une question de temps. Et du coup, moi j'ai aussi un autre point, c'est je vous trouve plutôt discret sur la partie personal branding, notamment sur LinkedIn, parce que je vois qu'il y a beaucoup de boîtes qui poussent sur ça. Ta pio, ça fait mal. Allez, j'y vais un petit peu. Je vais taquiner un petit peu. Non, mais au début, je m'étais dit, est-ce que peut-être c'était volontaire? Peut-être parce que vous vouliez rester discret, parce qu'il y avait un côté un peu, tu sais, dans le côté un peu high level. Je mets quelques mots, mais peut-être qui ne sont pas bien associés, luxe, tu vois, discrétion. Et peut-être qu'il y avait aussi volonté de ne pas forcément en dire trop sur les réseaux. Donc, tu vois, est-ce que c'était volontaire? Mais du coup, je comprends peut-être que ça ne l'est pas trop. Et parce que je lui dis, tu vois, au final, votre cible, c'est comme tu as dit, c'était, on va dire, catégorie 50 ans et plus. Peut-être on peut descendre, mais moi, je peux être aussi client de Augment. Et on sait que c'est un gros vivier, tu vois. Donc, Clairement, on doit être meilleur sur notre communication et visibilité LinkedIn. Augment est très jeune. Il y a 1 an, non, je vais être encore plus précis. On a fait notre premier tournage le 11 octobre dernier. Donc on a fait 11 octobre, puis 4 novembre, 23 novembre et 7 décembre dernier. Ça, c'est notre première vague de tournage, et puis on en a fait une deuxième cet été. Et en fait, tant que tu n'as rien, qu'est-ce que tu veux dire? On a commencé à avoir des étudiants en mars. Et aujourd'hui, on est en novembre. On est 6-7 mois après, je ne sais pas. Donc c'est encore très nouveau. Et là, on va commencer de plus en plus à s'exprimer. On va annoncer une levée de fonds dans la presse. Donc on commence à changer de stratégie à ce niveau-là. Peut-être que c'était aussi par peur, parce que tant que tu n'as pas de retour étudiant et tant que tu n'as pas... aujourd'hui, on a des dizaines, des centaines de personnes qui nous disent « votre truc, c'est top, ça Ouais, m'a t'as une aidé, preuve sociale etc. » maintenant. T'as des testimonials. Tu vois, tu as fait ton max, mais est-ce que tu es sûr vraiment que c'est bien? Est-ce que tu es sûr que ça va plaire, etc. Et aujourd'hui, là, de plus en plus, j'ai posté hier, j'ai posté 2 fois la semaine dernière, etc. Donc on y va de plus en plus fort. On est alors, ok, en fait, top, on est légitime. Tu as peut-être aussi un côté comme ça où tu te dis, en fait, tu as envie syndrome de d'être l'imposteur, légitime. un peu. Ouais, évidemment. Ouais. Évidemment, qui je suis pour donner des conseils, etc. Mais après, quand tu vois que, en fait, tu vois, tous les chiffres montrent, l'équipe, elle se construit, ça va dans la bonne direction, tu élèves des fonds, les clients sont satisfaits, etc. Ok, là, ça te donne de plus en plus envie et tu te dis, ok, je vais travailler un petit peu mon personal branding. Ah, parce que c'est vrai, parce que par exemple, toi, j'avais lu un article, je sais pas si vous connaissez la newsletter First 1000, c'est en gros de Ali Abouelata. Et j'avais lu un peu, donc en gros, c'est une newsletter en fait, qui explique comment certaines grandes boîtes tech en fait, ont acquis leurs 1000 premiers users. Et pourquoi pas un jour, peut-être, on te verra aussi écrit dans le podcast, et dans le podcast, dans la newsletter, pardon. Et en fait, dans un des points qui lui-même l'a aidé à percer, c'est le fait aussi qu'il y avait, je crois, c'était Guy Kawasaki, je crois, qui l'avait mentionné sur Twitter. Et je me dis, mais en fait, c'est dingue parce que toi, en fait, tu as tous ces gens, en fait, tu as tous ces profils-là dans ton pipe et tu pourrais, de manière directe ou indirecte, les faire témoigner sur leurs réseaux respectifs, tu vois. Là, cette levée de fonds, elle va sans doute être relayée avec tous ces gens-là. Et par exemple, Chris de Shazam, quand on a été contacté par Bloomberg et qu'on a eu l'article de Bloomberg le mois dernier, il a donné une interview aussi pour parler de nous dans Bloomberg, etc. Donc c'est sûr que ça aide d'avoir ça, c'est ta force absolue. Ça, c'est tu as accès à un vivier de personnes, tous très high level avec une capacité, une résonance folle, quoi, tu vois. Ouais, 100%. On a aussi beaucoup de créateurs sur la Captable. Et comment ils contribuent, ces créateurs, un peu alors justement, pour le moment, on a décidé d'être discret. On ne le sera plus pendant très longtemps. Et voilà, à mon avis, quand le podcast sortira, on aura déjà annoncé la levée de fonds parce que c'est imminent. Le communiqué de presse est parti, etc. Donc, le but, c'est que clairement, ça inonde un petit peu des réseaux sociaux. Et c'est des comptes à plusieurs millions de comptes de followers sur Instagram, etc. Quelles sont les retombées? En vrai, je ne sais pas encore. On ne l'a jamais fait. Je sais que, comme je vous le disais, un article sur Bloomberg, ça nous a ouvert des pays. Ça nous a créé des partenariats, on a vendu à des boîtes, etc. C'est sûr, c'est très, très, très puissant. On est encore au tout début de tout ça. Ouais, en fait, vous avez encore entre guillemets dans le coffre d'énormes atouts en fait, à jouer, et vous les jouez un peu doucement, on va dire, comme des atouts sur un jeu de cartes, quoi. En fait, après, c'est pas forcément volontaire, en fait, c'est le destin qui décide un peu, quoi. Exactement. Et tu as toujours envie que ça aille plus vite, etc. Mais c'est vrai que tu travailles tous tes trucs de fond, tu travailles le site web, tu travailles le positionnement, tu travailles le produit. Là, le produit il est encore un peu trop embryonnaire, mais on double la taille de contenu.
On a fait plein de tournages cet été, donc on rajoute cours de leadership, cours de finance, cours d'entrepreneuriat et cours de sales. C'est quand même des gros paquets. Et donc, c'est clair qu'on n'avait pas envie de... On se concentrait sur produit, avoir un produit qui est clairement canon. Et là, avec ces ajouts-là, on va atteindre un niveau où, ok, c'est bon, là maintenant, on peut dire à tous nos créateurs, c'est bon, vous pouvez y aller, vous pouvez poster, parce que là, ça commence à devenir assez robuste. Ok. C'est quoi la version Cinemax de Augment d'ici C'est quoi Cinemax? Ah, la version incroyable de ton business à 5 ans, là, c'est quoi? T'as envie d'aller où? Moi, c'est le plus grand MBA du monde. Ok. C'est la business school de demain. Ouais. Alors, c'est quand tu te poses pas la question. Tu te poses pas la question. Tu dis, tu vas sur Augment. Vous avez tous les deux votre permis de conduire. Ouais. Vous aurez tous les deux votre formation Augment. C'est la même chose. J'adore la cache là, elle est forte. Non, mais c'est le standard. C'est celle de mon associé Roy. Je l'ai sorti un jour face à des invests. On était là, genre, ouais, fort. Ouais, elle est forte. Mais c'est vrai. C'est comment tu deviens le standard dans. Ok, c'est ça la qualité. Aujourd'hui, le standard d'un case, c'est Harvard. Mais nous, on veut que les standards d'un cours en ligne, c'est Augment. Ok, franchement, rien à dire. J'aurais peut-être quelques questions, du coup on arrive un peu sur la fin de l'interview. Première question, si tu avais accès à n'importe qui sur cette planète à faire passer sur Augment, qui tu choisirais? T'as droit à une personne. Qui l'a pas déjà fait passer. Oui, qui l'a bien entendu, qui l'a pas déjà fait. Hein. Vraiment pas. Mort ou vivant? Oh, bah, tiens, excellent, ouais. Mort ou vivant, tiens, en plus. Et pourquoi tu le ferais passer? Tiens. Sur quelle thématique? Genre, je sais pas, j'ai une bêtise, Alexandre Legrand sur le leadership ou bien. Ah, tu veux dire dans l'histoire? Non, mais ça peut être n'importe où. Hein. C'est pour ça que je laisse la vraiment. Question de ouf. Ouais, non, mais tu vois. Et après, tu peux très bien. Je veux dire un truc qui est pas impossible. Parce que c'est plus marrant. Ouais. Parce que j'ai envie, peut-être, un jour, dans 3 ans, revenir en arrière et dire ok, c'est bon. Je rêverais un Adam Newman. Ok. Juste parce que je pense que c'est très, très marrant. Que c'est sans doute une des figures qui est les plus connues. Mais qui donne pas. Mark Zuckerberg, on l'a déjà entendu 10 fois. Elon Musk, on l'a entendu 10 fois. Et en plus, il s'est foiré. Et je pense que c'est le mec qui s'est foiré qui est le plus connu. Et ça fait du bien, je crois, de voir qui c'est, etc. Donc, ouais, je suis assez curieux. Alors, Adam Neumann, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ancien. Enfin, le cofondateur, je crois, ou fondateur de WeWork. Ouais, pardon. Non, mais voilà. Il va y avoir des choses à raconter. Ah ouais, bah, j'imagine. Hein. Je pense que c'est le côté aussi. Je pense aussi peut-être qu'il va pouvoir aussi un peu. Après, je sais pas si, à moins qu'il soit vraiment full transparent, tu vois, mais un peu dédramatisé, tu vois, ce côté startup stories en mode waouh, c'est shiny, c'est toujours tout se passe bien. Hein. Et en fait, t'as rassuré un peu les gens, tu vois, de dire. Bon, après, il a son parcours et on enseigne déjà ça dans le cours. On a le fondateur de Wikipédia, Jimmy Wales, qui raconte comment il a monté Loop Lunch, qui était une sorte de Deliveroo avant l'heure à Chicago dans les années 90, qu'il a totalement planté. Et bon, c'est je pense aussi important de voir que, ok, en fait, après le mec, il a monté Wikipédia, donc clairement, c'est pas un nul, mais ça arrive de se planter. Ok, cool. Deuxième question. Si t'avais pas monté Augment, qu'est-ce que tu aurais monté comme boîte? Dans un créateur économie ou autre, tiens. Alors, je vais répondre en disant, imagine, je peux pas lever de fonds. Je suis obligé de monter une boîte sans lever de fonds. Aujourd'hui, j'aurais juste monté une agence pour créateurs. Pour avoir traîné et traîné encore dans la créateur économie depuis des années. Le besoin d'accompagnement des créateurs aujourd'hui, d'aller identifier les marques, d'aller négocier les contrats, d'aller rapporter du business hyper simplement, en étant un peu plus agressif qu'un créateur qui soit fait ça part-time, soit passe ce côté-là sales. J'ai l'impression que c'est... si tu me dis demain, tu n'as pas le droit de lever de l'argent, tu es obligé de monter un business qui est rentable et tu dois être sûr à 100% que ça marche, c'est ça que je fais. Okay. Je contacte des dizaines de créateurs, je leur dis, c'est très simple, on fait un test. Tu me permets de parler en ton nom, d'aller contacter des marques et de rapporter du business, je prends 20%. Okay. Je suis sûr que tu montes une boîte qui fonctionne et que tu trouves des clients, etc. Et je le vois de tous les créateurs avec qui je parle, etc. De toute façon, il y en a pas mal même sur le marché, que ce soit en France ou international. Même, de toute façon, toutes les grandes agences, CIA et compagnie, ont leur propre département créateur depuis très longtemps. Même avant que ça. Moi, j'ai une sous-question par rapport à ça. Vas-y. C'est B2B ou B2C du coup?
C'est hyper intéressant. Donc, est-ce que tu es du côté de marque? Est-ce que tu conseilles les marques ou est-ce que tu conseilles les créateurs? Là où je pense, à terme, le vrai argent, c'est du côté marque. Mais je pense que le bon pied dans la porte, c'est de le prendre du côté créateur, de se créer des contacts auprès des marques et ensuite de faire cette transition-là. Et c'est sûr qu'il y a plein de personnes qui le font. Mais c'est clairement pas une raison pour pas le faire aussi. Parce que c'est un marché qui est encore tellement naissant. Ouais. Il y a tellement de créateurs qui sont pas accompagnés. La plus grosse concurrence, c'est juste le statu quo et le fait que les gens le font pas versus les, certes, agences et petites ou grosses qui existent déjà sur le marché. Le marché est tellement nouveau, les créateurs sont tellement... ils n'ont aucune idée. C'est ce qu'on voyait à Jelly Smack, ils n'ont aucune idée. La plupart, c'est des créatifs, c'est pas des gens qui ont une éducation business. Et du coup, je pense qu'il y a t'as soulevé une question qui est intéressante et sur laquelle je me pose d'ailleurs depuis plusieurs mois. C'est pourquoi dans la partie agence, enfin modèle on va dire non levée de fonds, c'est beaucoup très aider le créateur et pas forcément aider les marques à connecter. Alors, je parle pas des agences d'influence qui sont un sujet à part, c'est connexions créateurs marques, mais vraiment conseiller, tu vois, la marque dans sa stratégie d'approche go-to-market par la je pense que ça marche aussi, 100%. Et non, je pense que ça marche aussi. Et Thomas le fait très bien et peut-être mieux que personne en France. Thomas Anguerre, donc CEO de Binfluence pour le contexte. Qui est un super copain. Donc ouais, c'est tous des modèles qui existent. Mais peut-être mon point général, c'est qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est tellement naissant, dans lequel il y a tellement d'opportunités, que juste un peu d'énergie pour aller apporter de la valeur soit aux créateurs, soit aux marques, la demande est tellement criante et c'est tellement nouveau, il y a tellement tout à faire et à construire que c'est sûr que ça marche. Mais le personnage dont tu parles, c'est un mec ou une fille qui fait du contenu mainstream. On parle qui parle. C'est pas du B2B, je veux dire. Enfin, non. On est vraiment sur. Ouais. Ok. Du coup, il me reste 2 dernières questions avant de finir. Si tu étais un créateur de contenu, qui tu serais? Ou qu'est-ce que tu aurais été? Est-ce que tu aurais voulu être un mec du gaming? Est-ce que tu aurais voulu être peut-être que je serais un créateur de contenu dans une deuxième partie de ma vie. J'en sais rien. Non, mais moi, à la base, j'ai créé Augment parce que mon kiff, c'est de m'asseoir et de parler de business avec des gens. Et donc, m'asseoir et de parler business avec les fondateurs qu'on a chez Augment, c'est mon kiff. Et donc, à mon avis, si je devais être un créateur, je ferais un podcast et je m'asserais, je parlais business avec des gens parce que c'est ce que je préfère. Ok. Et dernière question, si tu devais investir dans une boîte de la Creator Economy, tu investirais dans laquelle? Ou si tu l'as déjà fait, peut-être Alors, mais la tienne, bien entendu. Évidemment, j'ai tout investi dans la mienne. Alors, c'est assez intéressant parce que j'étais très fort dans la Creator Economy. Je travaillais chez Jelly Smack, qui est un des plus grands acteurs de la Creator Economy. En France, certainement le plus grand. Et j'ai monté une boîte qui n'est pas vraiment Creator Economy. Non, qui est plutôt média économie. Ouais. C'est ça. Et donc, autant je vois hyper clairement des opportunités pour monter des vrais business qui ont des très bonnes unités économiques, autant j'ai pas vraiment réussi à trouver, et vraiment je me suis creusé le cerveau et j'ai exploré dans tous les sens, des idées de business qui sont vraiment full scale, genre potentiellement avec des retours venture et des trajectoires d'hypercroissance dans la Creator Economy. Donc c'est la question que tu me poses, je me la suis posée pendant des mois, je tourne dans tous les sens et j'ai pas trouvé. Si j'avais trouvé, je l'aurais monté direct. Ok, excellent. Bah écoute, cool. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Bon, j'ai une petite idée, mais... Sur LinkedIn et sur Twitter, c'est Ariel Renou. A-R-I-E-L et espace nom de famille R-E-N-O-U-S. Je pense pas qu'il y en a 10. Donc je pense que vous allez me trouver. J'aime bien tes petits messages sur Twitter, des fois, genre qui est dispo pour un café, qui est dispo pour LinkedIn plutôt corpo pour suivre l'actualité d'Augment. Twitter, ça peut partir dans tous les sens parfois. T'en dirais un peu en WhatsApp des fois, comment tu t'en sers, ça fait marrer. Ouais. Disons que
Je mets peut-être 5 à 10 minutes pour écrire un post LinkedIn et le post Twitter, il part en 4 secondes. Ouais, voilà, donc allez regarder. Et donc merci beaucoup, Ariel, pour, Merci à pour vous, ton les temps, amis. pour ton temps et ta présence. Donc augment.org, c'est ça. Augment.org, exactement. Très bien, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, à Alex. vous. Trop Bye. cool. Merci d'avoir écouté Planète Créateur jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et si t'es motivé, un petit commentaire en bonus sur Spotify, Apple Podcast et sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça nous aide énormément à faire connaître le podcast. Et si tu veux creuser davantage la Creator Economy, tu peux aussi t'abonner à ma newsletter Passion and Creator sur Substack. Planet Creators est produit par Airparty, le réseau de podcasts des nouvelles tendances tech. Si tu veux découvrir les autres podcasts du réseau, direction airparty.network. J'espère que cet épisode t'a plu. Merci beaucoup pour ton écoute.